À la une de l'actualité de ce mercredi, la remise en cause de la réélection du président Ali Bongo par les militaires. Au Gabon, un groupe des militaires a annoncé la fin du régime peu après l'annonce des résultats de la présidentielle. Et actuellement, Ali Bongo est en résidence surveillée. On en parle avec un invité, Jean-Marie Kassamba, dans ce journal. À Goma, pour protester contre la MONUSCO et les forces de l'EAC, des civils congolais ont été tués et une trentaine de blessés au cours de la marche tenue ce mercredi dans la matinée. Conséquence, la ville de Goma est paralysée en ce moment. Et puis en sport, les infrastructures sportives construites pour les Jeux de la francophonie se font ressentir. Téné, la Fédération congolaise de handball, a réussi à arracher l'organisation de la CAN Handball 2024 à Kinshasa. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce journal. Au Gabon, la situation politique est incertaine. Les militaires viennent annoncer avoir mis la main, même mis plutôt fin au régime en place, où les résultats officiels de la présidentielle de ce samedi venaient tout juste de consacrer la victoire du président Ali Bongo. Ces militaires annoncent l'annulation des scrutins et la dissolution de toutes les institutions de la République. Héritier Ntambwa. Alors que la crise au Niger se poursuit après le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, un autre pays d'Afrique voit sa situation politique perturbée et incertaine. Au Gabon, la situation est confuse après les élections générales du samedi, un climat qui remet en question l'organisation des scrutins. Déjà samedi, le principal rival d'Ali Bongo, Albert Ondo Ossa, avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo 2 heures avant la clôture du scrutin samedi, après l'annonce de la victoire du président sortant Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans. Des officiers de l'armée gabonaise sont apparus ce mercredi à la télévision nationale gabonaise pour annoncer qu'ils avaient pris les pouvoirs. Le peuple gabonais est garant de la protection des institutions. Avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Selon plusieurs sources, l'enjeu des scrutins au Gabon n'était autre que le départ de la famille Bongo du pouvoir qu'elle occupe depuis 1967. Cette chute qui vient mettre fin au règne de cette famille qui a duré plus de 50 ans est saluée par la population gabonaise qui remercie les militaires qui, selon elle, viennent de sauver la démocratie. À l'heure actuelle, le président sortant est en résidence surveillée. L'un de ses fils serait arrêté notamment pour la haute trahison, ont annoncé les militaires ayant pris les pouvoirs. Et après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le vent se tend cette fois sur le Gabon. Comment comprendre cette situation? Nous en parlons avec l'éditorialiste Jean-Marie Kassamba, qui j'ai dit bienvenue. Merci madame. En quoi est-ce que ce contexte est différent de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger? Je l'avais dit, ici, l'Afrique est en train de connaître des bouleversements très importants parce qu'effectivement, c'est la fin des temps. La fin de Bongo, de la famille Bongo, c'est une question d'entêtement. D'abord d'Ali Bongo, qui était le fils de son père, donc on dirait qu'il était même fils adoptif de son père, mais il était fils d'Omar Bongo, ministre de la Défense, très proche de son père. À la mort de son père, c'est lui qui le succède après une transition. Et depuis plus de 10 ans, il est à la tête de ce pays jusqu'à ce qu'il soit tombé malade. Et il s'est entêté. Il s'est entêté pourquoi? Parce qu'il y a dans beaucoup de palais à travers ce continent, beaucoup de chefs d'État qui n'écoutent pas la population, qui n'écoutent pas le peuple, qui ne voient pas la conjoncture internationale et nationale. Les dernières élections organisées par Ali Bongo étaient comparatives à celles précédemment organisées encore au Gabon. Et c'était comparative à celles que son père, avant de mourir, avait aussi organisées. C'est-à-dire, ils avaient souvent perdu, mais ils tripatouillaient les résultats et, ma foi, ils imposaient les statu quo. Aujourd'hui, si on peut prendre quand même le contexte de la République démocratique du Congo, dirions-nous que l'exemple de Joseph Kabila n'a pas été finalement reproduit par plusieurs pays africains. Mais c'est une façon de rappeler que l'entêtement parfois de beaucoup de gens conduit à des drames. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Alpha Condé en Guinée, Conakry.
Rappelez-vous ce qui vient de se passer au Niger, même si c'est pas exactement la même chose, mais en réalité, Joseph Kabila était un avant-gardiste. Il avait une vision très lointaine de la situation générale. Il y avait comme une espèce de désaveu de la population, ce qui est tout à fait aujourd'hui acceptable et compréhensible. Il y avait aussi, dans les chefs de son entourage, beaucoup qui avaient sapé l'image du président Kabila, et le président Kabila voulait la paix, voulait la concorde, voulait garder tout ce qu'il a pu construire dans ce pays, et ça sauvait notre pays, ça sauvait la démocratie, ça a permis qu'on a pu respirer depuis 2018, 2019, 2020, et ma foi, la situation est devenue fébrile à travers le continent. Revenons quand même sur cette situation du Sahel, mais aussi qui s'étend vers l'Afrique centrale avec le Gabon. Aujourd'hui, on peut se dire que l'Afrique est maintenant prête à choisir ses propres collaborateurs. Oui, je pense que l'armée, contrairement à ce que les gens pensent que c'est le retour des révolutions kaki avec ces bruits de bottes du Sahel, c'est en train de toucher maintenant l'Afrique centrale, etc. L'armée vit avec le peuple. Les militaires ont des familles. Les militaires tombent malades. Les militaires ont des problèmes, des frais d'émission. Si vous allez au Gabon, moi je connais le Gabon très bien, c'est un pays où il y a moins de 2 millions d'habitants. Mais il y a des policiers qui souffrent, il y a des militaires qui souffrent, il y a des gens même qui travaillent dans l'administration qui souffrent, alors que le Gabon est un pays pétrolier. Et donc, souvent les chefs d'État pensent que les militaires, c'est leurs amis. Les militaires, ils vont accepter toute la situation, etc. Ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, le maréchal Mobutu était secrétaire de Lumumba. Le maréchal Mobutu était colonel de l'armée, général plus tard, et c'est lui qui a neutralisé Lumumba et Kasavubu, et c'est lui qui a pris le pouvoir en 1965. Donc, le Congo a aussi une stratégie, enfin une culture des coups d'État, parce que Mobutu avait déjà donné, c'est là. Le Sénégal, on disait que le Sénégal, c'est un pays démocratique, les militaires ne peuvent rien faire. Macky Sall est en sursis. La Côte d'Ivoire est en sursis. On peut même dire, sans trop se tromper, que même certains pays d'Afrique centrale, qu'on ne citerait pas, sont en sursis, comme la Guinée, par exemple, plutôt la Guinée de Malabo, en fait, la Guinée équatoriale de Obiangema et sa famille. Il faut vous rappeler aussi que les Bongo étaient déjà en désamour avec la France depuis très longtemps. Omar Bongo est parti mourir au Maroc. Je pense qu'il s'était fait soigner au Portugal ou en Espagne. Et celui-ci, à chaque fois qu'il tombait malade, il allait au Maroc. Quand il a fait son AVC, il est parti au Maroc. Et donc, c'est un coup, d'après les informations que nous avons reçues, Paris ne voulait pas perdre le Gabon, a réuni il y a pas longtemps... Au profit de la Russie. Absolument. A réuni il n'y a pas longtemps... Jean Ping, l'ancien candidat qui aurait gagné précédemment, Ondo qui vient de gagner, on l'a fait perdre, et la délégation de Omar Bongo, plutôt d'Ali Bongo, à Paris. Il y avait un deal qu'il fallait une transition pour permettre une sortie honorable de Bongo qui est malade, donc il pouvait se reposer, etc. Revenu à Libreville, Ali Bongo a changé complètement. Il s'est même présenté à une élection qu'il a tripatouillée. Et ma foi, l'armée n'a pas accepté. Et cette armée, c'est encore le chef de la garde républicaine, comme au Niger, qui a pris ses responsabilités. Et regardez les liesses populaires à travers toutes les villes. Libreville, Franceville, Moyabi, un peu partout. Eh bien, la population en avait marre depuis presque 60 ans du clan Bongo, depuis la mort du tout premier président Mba, le FAN voulait revenir au pouvoir, mais les Bongo maintenaient toujours. Et c'est triste. Cette fin où on lui a fait aller faire une déclaration amaigrie dans sa maison reclus, en anglais en plus, c'est un peu triste pour une famille aussi puissante qui était les familles Bongo. Grand merci Jean-Marie Kassamba pour cette analyse. Dans l'actualité, en vue de renforcer les forces qui opèrent sur terrain dans le Grand Nord, le gouverneur militaire Constant Ndimba a trouvé opportun de doter les troupes de la garde républicaine d'une ambulance médicalisée, une dotation qui tombe à point nommé pour l'évacuation des cas urgents lors des opérations militaires dans cette province sous état de siège.
Dans le souci de renforcer la mobilité de la garde républicaine, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a remis officiellement ce mardi à Goma, dans l'enceinte du gouvernorat, une Jeep 4x4 bien équipée. Ce véhicule vient répondre aux besoins de ces éléments de FARDC déterminés à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Le premier, c'est les clés de cette ambulance, vraiment neuf. Le don du chef de l'État aux forces armées de la République démocratique. Donc vous savez, vous êtes une nouvelle unité, vous êtes arrivé en rapport avec les nations. Le chef de l'État avait en ce temps dispatché les ambulances et il a confié aussi à votre unité. Cette ambulance a été réceptionnée par le colonel Bawili Mboli Ntsini, Donatien, commandant du 9e régiment force spéciale de la garde républicaine, qui a promis de l'utiliser à des fins utiles. Merci beaucoup mon général pour votre don et nous vous promettons aussi une utilisation rationnelle au bénéfice de notre unité et aussi au bénéfice de toute les Merci. Pour clore cette cérémonie, le colonel Bawili Mboli a remercié le lieutenant général Constant Ndima qui ne cesse de monter en puissance. Incendie dans la faculté de sciences à l'université de la Chopo, précisément au bâtiment de la porcherie. Le feu d'origine inconnue a commencé aux alentours de 3h15 et vers 5h, l'incendie a été maîtrisé grâce au camion anti-incendie acheté récemment par la gouverneure Nicole Mikomba. Bilan de l'incendie, aucune perte en vies humaines, seulement du matériel endommagé. Le train vers les élections de décembre 2023 est bel et bien en marche et la CENI travaille d'arrache-pied pour respecter son calendrier. Tenez, le vice-président de la centrale électorale a dirigé une réunion sur les activités de la sensibilisation des scrutins de décembre, alors que le questeur adjoint s'est entretenu avec le ministre des Transports sur la facilitation d'accès au tarmac aéroportuaire du personnel de la centrale électorale et de ses engins. À la maison des élections, le deuxième vice-président de la CENI a examiné les détails pour une meilleure application du chronogramme des activités de sensibilisation des scrutins de décembre 2023 à la veille de la convocation ce vendredi 1er septembre 2023 de l'électorat pour la présidentielle, dont la réception des dossiers des candidatures commencera le 9 septembre pour se clôturer le 8 octobre prochain. D'entrée de jeu, le conseiller principal et le directeur en charge de la sensibilisation ont présenté les rubriques du dit chronogramme ainsi que les descriptifs des activités prévues et l'appui à la société civile pour accompagner la Commission électorale nationale indépendante dans cet exercice qui débouchera sur les élections du 20 décembre 2023. Pour leur mise en œuvre, ces activités qui doivent prendre effet dès le mois de septembre 2023 se concentreront sur un intervalle d'au moins 3 mois avec la poursuite des cadres de concertation avec notamment les partis et regroupements politiques. Elles débuteront par la conception des supports y afférents précédant la formation des sensibilisateurs. Après s'être imprégné des différentes activités prévues dans ce chronogramme, Didi Manara a promis son implication pour une application sans faille. Les impressions sont très bonnes. Vous savez que lorsque nous avons un cadre comme celui-ci, une maison des élections, qui est un outil par excellence de fluidité des contacts entre la CENI et toute la population congolaise qui est aujourd'hui intéressée par les élections. De l'autre côté, le questeur adjoint a échangé avec le ministre des Transports Marc Ekila sur la question de facilitation d'accès au tarmac et autres sites aéroportuaires durant les opérations de réception, de déchargement et du déploiement du matériel électoral dans les différents entrepôts de la CENI à travers toute l'étendue du pays. Et donc le président de la Commission électorale nationale, son Excellence M. Denis Kadima Kazadi, est très préoccupé dans cette période par rapport à la mobilité du personnel et du matériel de la CENI. C'est à cet effet qu'il a saisi le ministre des Transports pour solliciter une facilitation d'accès
au tarmac de notre personnel. Le ministre des Transports s'est montré réceptif en indiquant la priorité de la mission de la centrale électorale qui consiste à organiser les élections transparentes, crédibles et inclusives pour l'intérêt supérieur de la nation. Marche anti-MONUSCO au Nord Kivu, environ 7 personnes ont été tuées, une trentaine de blessés, une cinquantaine d'arrestations. C'est le bilan encore provisoire d'une manifestation pourtant interdite par la mairie ce mercredi à Goma, organisée par un groupe des fidèles d'une église se déclarant des Wazalendou pour demander le départ de la MONUSCO et de la force régionale de l'ESC. Conséquence, toutes les activités socio-économiques ont été paralysées sur l'ensemble de la ville volcanique. Pacheco Kavundama. Depuis tôt ce mercredi matin, les forces de l'ordre ont été déployées dans plusieurs quartiers de la ville de Goma pour faire face à une journée de manifestation initiée par une secte se réclamant d'être de Wazalendou pour demander le départ de la MONUSCO et de la force régionale de l'EAC. Sur le quartier Ndosho à l'ouest de la ville volcanique qui a été le théâtre de cette manifestation, étouffé heureusement par la police et l'armée. Les sources de la société civile du Nord Kivu dressent un bilan lourd de cette manifestation qui a paralysé toute la ville. Depuis ce matin, le bilan provisoire fait état de 7 morts. Alors, 7 morts et une trentaine de blessés. Alors, c'est ça le bilan provisoire. Et peut-être on continue à attendre la fin de la journée et nous saurons le bilan total. Ce même mercredi, plusieurs membres de la société civile et des mouvements citoyens avaient appelé la population à vaquer librement à ses occupations, jugeant la dite manifestation inopportune cas de Eric Bwanapoua. Faire des manifestations parce que nous avons jugé cette manifestation qui vient de se faire aujourd'hui inopportune. Et donc c'était une manifestation qui a été organisée par les gens qui n'étaient pas vraiment, qui ne portaient pas bien sûr la confiance de la population par rapport à la situation d'aujourd'hui. Notons que la veille, le maire de la ville de Goma avait interdit cette manifestation qui a pourtant paralysé toutes les activités socio-économiques. Beaucoup de gens n'ont pas travaillé par peur d'être victimes de cette manifestation. À la dynamique progressiste, le candidat à la présidentielle de 2023 sera choisi ce mercredi. Il est encore difficile de prédire qui sera le candidat dans cette plateforme politique et électorale de l'opposition. Mais une chose est sûre, les soutiens de Constant Mutamba retiendront leur souffle. Les soutiens de Constant Mutamba retiendront leur souffle avant que le regroupement n'annonce son choix. Le rassemblement de l'opposition républicaine se tient en ce moment même à Chobuz. Et puis l'Action pour le développement intégral et durable ADID, l'initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale, IPDOR et les organisations de la société civile ont dans un communiqué signé conjointement désapprouvé le comportement des dirigeants de la chefferie de Bayeke qui, d'après eux, viennent d'empiéter sur leurs responsabilités des autres entités territoriales décentralisées dont la commune de Fongoromé en affectant certains services techniques déconcentrés dans les bureaux de l'agglomération et qui est de pouvoir du territoire de l'Obouti. Ces structures s'étonnent que la chefferie des Bayeke ait nommé des délégués administratifs qui se considèrent supérieurs aux chefs des groupements alors que ces derniers sont reconnus par la loi. L'ADID, l'IPEDOR et les organisations de la société civile disent non à l'usurpation du pouvoir par la chefferie des Bayeke. Il s'observe depuis des ans la mise en place des bureaux d'agglomération qui s'est conduit à une restriction de pouvoir reconnue aux autorités coutumières. Et cela soulève des inquiétudes dans le rang de celles-ci qui se voient remplacées par les délégués administratifs de la chefferie des Bayeke qui font toutes choses dans leur village sans être associés conformément à la note circulaire numéro 01 du 29 juin 2023 relative à la gestion des terres rurales dans la chefferie de Bayeke. Cependant, la chefferie de Bayeke usurpe le pouvoir en affectant certains services techniques déconcentrés dans le bureau d'agglomération. Or,
ces services devraient être affectés par les territoires de Moukoudi au bureau de la chefferie de Bayeki et non au bureau d'agglomération. De ces faits, ces organisations de la société civile recommandent aux autorités compétentes de mettre en place une commission d'experts impartiaux devant conduire au règlement du litige qui oppose la commune Fungurome à la chefferie Bayeki, mais également l'élaboration d'un arrêté portant interdiction formelle de création des bureaux des agglomérations et demande également à Sa Majesté Roi de Bayeki d'ordonner la suppression des bureaux d'agglomération. L'insalubrité bat le plein dans les différents coins de la ville de Kinshasa depuis des années. Malgré certains efforts déployés par les autorités provinciales, les immondices continuent de joncher le sol et les caniveaux. Ces déchets sont en majorité déversés dans les rues par les vendeurs ambulants qui cherchent un gagne-pain pour leur famille. La ville devrait prendre des mesures fortes pour faire le suivi pour son application et la population est appelée de son côté à changer des mentalités pour redorer cette ville. Dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa, plusieurs pratiques ont été interdites, notamment le marché pirate. Malgré la mesure des autorités urbaines interdisant ces genres de marché près du boulevard, ce mot d'ordre n'est quasiment pas respecté par la population. Sur le boulevard du 30 juin, on est loin de voir cette mesure s'exécuter. Cette artère, la plus sollicitée de la capitale, continue d'être empruntée par le vendeur ambulant qui exerce leur activité commerciale en dépit des éventuels risques. Je choisis de vendre mes marchandises ici parce qu'elle est bien consommée dans ce coin de la ville. C'est depuis 6 ans que je suis dans cette activité, bien que c'est la cause de l'insalubrité et nous sommes 2 fois arrêtés par des policiers, mais je n'ai pas d'autre choix. En longueur de journée, ces débrouillards, marchandises à la main ou à la tête, n'ont pas peur de vendre sur le macadam en traversant la chaussée sans aucune inquiétude. Je préfère me chercher pour ne pas dépendre des autres, aussi pour m'éviter la convoitise de peur de voler les histoires d'autrui. En vendant comme je le fais, je peux économiser et m'acheter ce que je veux et prendre soin de ma famille et de moi-même. Les autorités doivent s'investir pour faire respecter cette décision qui, du reste, se veut de garder l'image de Kinshasa et épargner ses vendeurs ambulants de risques auxquels ils courent. La 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation du droit des affaires OHADA se tient à Kinshasa. Cette réunion, à laquelle prennent part les ministres de la Justice des pays membres de cette organisation, a été présidée par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, une occasion pour lui de plaider pour l'installation de l'une des institutions de l'OHADA en République démocratique du Congo. Cette 55e session du Conseil des ministres de l'OHADA, qui précède la réunion du comité des experts du mois d'août dernier, vise l'atteinte des objectifs, notamment matérialiser l'intégration juridique et favoriser un environnement propice aux affaires dans le continent, sous la conduite du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, en présence des délégations des différents États membres, les membres du Présidium, dont la présidente en exercice du Conseil, Rose Mutombo Kiese, et les secrétaires permanents de l'OHADA, Emmanuel Sidibi, ainsi que 13 membres du gouvernement de la RDC. Ces assises se veulent également une rencontre pour honorer les 3 décennies d'engagement de l'OHADA. La République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OHADA incarne cette vision. Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice de la RDC et présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA, évoque les points cruciaux qui seront examinés au cours de cette session. Il s'agit notamment du projet de modification des dates uniformes portant organisation des procédures simplifiées, de recouvrement et de voies d'exécution. Nous allons par ailleurs faire le point sur l'évolution du processus de révision des traités de l'OHADA, une étape cruciale. Nous examinerons le processus d'élaboration du statut des juges de la CCJA qui renforcera sans nul doute la qualité de notre système judiciaire. Et de souligner que cette session est une opportunité de contribuer activement à façonner le futur du droit des affaires en Afrique, dont les délibérations joueront le rôle essentiel pour le développement économique durable.
Allez, on va parler sport avec cette bonne nouvelle pour la RDC qui va organiser la Coupe d'Afrique de Nations handball. La décision de la Confédération africaine de handball est tombée hier après le désistement du Cap-Vert il y a quelques semaines. La Fédération congolaise de handball a bien défendu la candidature de la RDC pour obtenir l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations devant l'Égypte, l'Angola et l'Algérie qui étaient aussi en lice après les désistements du Cap-Vert. Au lieu d'attendre 2028 pour organiser sa première CAN, la RDC va anticiper les choses en accueillant la 26e édition d'ici l'année prochaine. Le passage de l'émissaire de la Confédération africaine de handball à Kinshasa la semaine dernière pour s'assurer de la capacité de la RDC à organiser cette messe continentale en termes d'infrastructure donnait une lueur d'espoir à toute la nation et c'est chose faite. Je suis ému de ce que j'ai vu ici parce que je suis passé par Kin il y a, je crois, un peu plus d'1 an. Je n'imaginais pas que mes frères pouvaient, avec la bénédiction du chef de l'État, arriver à faire ce que j'ai vu ici. C'est incroyable. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est bon, c'est tout. Je crois que le handball renaît à Kinshasa. Ces infrastructures, acquises après le jeu de la francophonie, commencent à ouvrir les portes pour le Congo sur le plan continental. Après le handball, d'autres disciplines à l'instar de basketball et volleyball pourraient dorénavant postuler pour l'organisation des compétitions zonales ou continentales. Venons-en au rappel des principaux titres. À la une de l'actualité de ce mercredi, la remise en cause de la réélection du président Ali Bongo par les militaires. Au Gabon, un groupe de militaires a annoncé la fin du régime peu après l'annonce des résultats à la présidentielle. Et actuellement, Ali Bongo est en résidence surveillée. Nous avons parlé de ce sujet avec l'éditorialiste Jean-Marie Kassamba. À Goma, pour protester contre la MONUSCO et les forces de l'EAC, les civils congolais ont été tués, une trentaine de blessés au cours de la marche tenue ce mercredi dans la matinée. Conséquence, la ville de Goma est paralysée en ce moment. Et en sport, les avantages des infrastructures sportives construites pour les Jeux de la francophonie se font ressentir. Tenez, la Fédération congolaise de handball a réussi à arracher l'organisation de la CAN Handball 2024 à Kinshasa après le désistement du Cap-Vert. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite. Les titres de ce mercredi, dont la sélection et présentation de Christian Kalonji, c'est la revue de presse. Bienvenue à vous. Merci Arlette, merci à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. Alors, à la une, coup d'État au Gabon, le régime Bongo renversé. Effectivement, Arlette, il faut dire que la situation est actuellement confuse dans le pays. À Libreville, eh bien, on observe des scènes de liesse. La population est, en ce moment où je vous parle, en train de célébrer cet événement. Eh bien, le sujet nous a intéressés puisqu'il a fait la une de pratiquement tous les médias. Actuellement, un coup de force, Arlette, est intervenu donc ce mercredi matin au Gabon après la proclamation de la victoire d'Ali Bongo Ondimba et du Parti démocratique gabonais aux élections générales du samedi 26 août dernier, en plein couvre-feu et alors que l'Internet est coupé dans tout le pays, nous informe Africa News, comme vous pouvez le lire avec moi, des membres de la garde républicaine, la garde prétorienne, de la présidence, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers ont donc annoncé mercredi dans un communiqué lu sur la chaîne de la télévision gabonaise abritée au sein donc de la présidence, l'annulation des élections, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime Bongo, un énième coup d'État en Afrique après ceux du Sahel. Vous le savez, Arlette Boutella, d'après les dernières informations qui nous viennent de Jeune Afrique, que nous venons justement de recueillir, le désormais ex-président gabonais dont la famille, il faut le préciser, est au pouvoir depuis 50 ans, a été placé en résidence surveillée. Son fils est donc en état d'arrestation. Ses proches également ont été interpellés. Ali Bongo, qui vient d'être évincé, tenté, Arlette, de briguer un troisième mandat.
La CENI convoque l'électorat pour la présidentielle le 1er septembre prochain et pendant ce temps, la SEMCO, elle, lance un avertissement. La SEMCO a donc réagi à ce communiqué, il faut le dire, c'était au micro de la radio Top Congo, conformément au calendrier électoral en vigueur. La Commission électorale nationale indépendante fixe donc la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle à la date du 1er septembre 2023, rapporte Zoomeco dans un communiqué rendu public ce mardi. La CENI énumère, Arlette, les conditions prévues à l'article 103 de la loi électorale. Tous les potentiels candidats à l'élection présidentielle sont donc contraints de se conformer aux règles du jeu, c'est-à-dire posséder la nationalité congolaise, être âgés des 30 ans au moins, jouir de la plénitude de leurs droits politiques et civils, etc., etc. Restait donc à savoir si d'autres leaders de l'opposition, Arlette, déposeront leur candidature, puisqu'ils entretiennent encore le flou. Je parle ici de Martin Fayulu qui conditionne sa participation par un nouvel audit du fichier électoral, puisque nous parlons élection. Eh bien, Arlette, vous l'avez dit, la SEMCO est encore revenue à la charge pour faire pression sur la CENI par le canal de son secrétaire général et porte-parole, Monseigneur Cholet. La conférence épiscopale nationale du Congo a lancé un avertissement solennel à la Commission électorale nationale indépendante, interview.cd. Elle a mis en garde contre les conséquences potentielles d'une révolution si la CENI ne corrige pas ses erreurs avant les élections prévues en 2023. À en croire ce média en ligne, Monseigneur Cholet, qui s'est exprimé sur les antennes de la radio Top Congo, a souligné que le manque de la confiance envers la CENI a conduit de nombreuses personnes à hésiter à participer aux élections. C'est donc son point de vue. Alors, on va revenir sur ce sujet qui fait la une de la presse en ligne en ce moment. Manifestation anti-MONUSCO à Goma. La RDC compte des morts. Ça s'est passé ce matin. La ville de Goma est le théâtre des violentes manifestations. Ce mercredi 30 août, un groupe se faisant appeler Wazalendo a organisé une protestation contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, accusant cette dernière de négligence envers la population locale, rapporte Mediacongo.net. Les chiffres provisoires font état d'au moins 8 morts, Arlette, selon des sources proches de la société civile. Le Figaro, qui revient sur la même information, parle, lui, de 10 morts à la suite de ces manifestations violentes contre la MONUSCO. D'après ce journal, un policier a même été lynché par les manifestants. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, cité ici par le Figaro, parle d'une vingtaine de personnes en état d'arrestation. Selon lui, les manifestants sont donc en train de jouer le jeu de l'ennemi et sont drogués. Merci à vous pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Et merci à vous, aimables téléspectateurs, de votre attention soutenue. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Restez branchés sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.